Ce soir, on vous propose de faire le point sur les deux grands événements qui ont marqué l'année sur la scène internationale. La guerre en Ukraine, qui s'étire, dont on ne voit pas la fin, et la guerre en Israël, qui fait des milliers de victimes et qui divise, qui polarise partout dans le monde. Notre invité, Guillaume Ancel, ancien officier français, chroniqueur, auteur du blog Ne pas subir, je pourrais dire aussi ami de l'émission. Bonsoir, Monsieur Ancel. Bonsoir. Alors évidemment, ce sont deux grands conflits qui ont assombri tristement l'actualité pendant l'année 2023. On va commencer par Israël. On va se rendre dans chacun des pays. D'abord pour prendre le pouls de ce qui se passe, les derniers développements. Alors Israël, depuis le cessez-le-feu, on le sait, les bombardements ont repris. Chaque jour, de nouvelles victimes. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec un journaliste qui est sur place. Il s'appelle Nicolas Rouget, journaliste indépendant pour Libération. Bonsoir, Monsieur Rouget. Bonsoir. On va faire le point sur les plus récents bombardements. Et encore une fois, c'est un hôpital qui a été la cible. Oui, tout à fait. Alors, l'hôpital Al-Ahliya Arabe, c'est un hôpital du nord de la bande de Gaza qui avait été touché, on s'en rappelle, au début de la guerre. Ça avait créé la polémique d'ailleurs autour d'une roquette qui avait été mal tirée de la part du djihad islamique, peut-être. En tout cas, c'était la théorie israélienne qui a encore été visée aujourd'hui. Le ministère de la Santé palestinien dit que, c'est encore une fois, il répète que c'est un massacre en permanence. Une centaine de morts aujourd'hui encore dans les bombardements d'après leurs derniers chiffres. Donc c'est vraiment, on voit que les bombardements continuent malgré le fait que l'armée israélienne dise qu'ils aient pris le contrôle d'une grande partie des quartiers du nord de la bande de Gaza. Les bombardements continuent au nord comme au sud de l'enclave côtière. J'aimerais qu'on parle des otages parce que actuellement on a l'impression que c'est au point mort, mais est-ce qu'il y a encore des négociations? Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, alors on sait qu'il y a des négociations. On sait qu'il y a des négociations par l'entremise du chef du Mossad, David Barnea, qui depuis le début de la guerre a été plutôt une voix à l'intérieur du leadership israélien qui était en faveur justement d'utiliser ces voies diplomatiques qu'il avait lui-même créées dans ses réseaux au Proche-Orient pour essayer d'amener une résolution au conflit en essayant de faire ramener les otages israéliens en Israël. Donc il est allé à Varsovie ces derniers jours pour parler avec les émissaires du Qatar, les émissaires de l'Égypte. On sait aussi qu'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, donc qui est basé au Qatar, sera en Égypte sans doute demain. Ce sont des informations qui viennent de tomber ce soir. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors après, évidemment, les deux parties ont des envies vraiment différentes. Le Hamas veut une cessation totale des hostilités. Israël s'y oppose totalement. Donc il y a évidemment quelque chose à trouver. C'est quelque chose que toute la communauté internationale aujourd'hui désire, évidemment, que les combats cessent dans Gaza, au moins de manière temporaire, même si les États-Unis s'opposent encore à un cessez-le-feu compréhensif, et que les otages, évidemment, israéliens reviennent. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment la détermination de Benyamin Netanyahou de poursuivre cette guerre avec des mots très durs en disant « ça durera des mois s'il le faut ». Comment c'est perçu dans la population? Alors, c'est difficile à dire exactement parce que la population israélienne est très clairement derrière son armée. C'est-à-dire qu'elle est derrière l'armée israélienne et l'armée du peuple ici. C'est-à-dire qu'on dit que chaque soldat est un monde en soi. Tout le monde fait son service militaire, en tout cas pour les juifs israéliens, vraiment. Donc tout le monde est derrière l'armée. Même les familles des otages qui, vous en rappellerez, ont été tués dans des tirs amis par des soldats de Tsahal il y a quelques jours. Même les familles de ces otages-là sont encore en train de dire on embrasse nos soldats, on sait qu'ils font un travail difficile mais nécessaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc globalement, la grande majorité sans doute de la population juive israélienne est en faveur à ce que cette offensive continue. Le gouvernement Netanyahou est lui-même par contre décrédibilisé, et à commencer par Netanyahou lui-même. C'est-à-dire que même si on fait confiance sans doute à certains membres de son cabinet de guerre, lui-même Netanyahou, on le considère comme responsable, une grande partie de la population en tout cas le considère comme responsable des faillites sécuritaires qui ont mené à l'offensive du Hamas le 7 octobre. Et on sait maintenant, grâce aux études d'opinion, que les deux tiers des Israéliens sans doute voudraient qu'il parte, ou en tout cas désirent très clairement qu'ils partent après la fin de la guerre. Donc, même s'ils sont derrière Tsahal, ils ne sont pas forcément derrière le gouvernement, et c'est de plus en plus critique à l'encontre de leur gouvernement. Maintenant, on va faire le point sur la situation humanitaire, justement, dans l'enclave de Gaza, parce que les images sont tellement parlantes. Alors, encore une fois, un hôpital, on le disait d'entrée de jeu, il y a ces dénonciations de toutes sortes d'organismes. Je pense à l'UNICEF, je pense à tout ce qui est humanitaire, qui parle de la situation des civils, la situation des enfants. Les images qu'on voit, on a l'impression qu'il ne reste plus rien qui tient debout. Alors vraiment, il faut le dire, les journalistes étrangers n'ont pas encore le droit de rentrer dans la bande de Gaza. Donc tout ce qu'on voit, ce sont les images des journalistes palestiniens qui sont restés dans l'enclave
qui meurent malheureusement évidemment de plus en plus. De plus en plus, il y a énormément de journalistes qui sont morts dans la bande de Gaza, parfois, selon les rapports des organisations de liberté de la presse, tués même sur leur lieu de travail, vraiment en tant que journalistes. Mais on le voit même du côté israélien de la frontière. On voit que Gaza est un amas de ruines aujourd'hui, surtout le nord de la bande, mais aussi de plus en plus le sud de la bande. La situation humanitaire, je voudrais citer quelqu'un de l'UNICEF qui disait on manquait de mots. On manque d'euphémismes aujourd'hui pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de Gaza. C'est catastrophique. L'Organisation mondiale de la santé qui a réussi à aller dans les hôpitaux du nord de la bande de Gaza, il y en avait 24, il n'y en a plus 4 d'opérationnels, dont celui de Shifa dont on a beaucoup parlé. Il parle d'un bain de sang dans ces hôpitaux, alors qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui restent dans le nord de la bande de Gaza, qui s'y réfugient. L'armée israélienne y mène un assaut très très violent, évidemment, et on a vu aussi que leurs règles d'engagement sont presque des tirs libres, c'est-à-dire qu'ils tirent, les pertes civiles sont énormes et on ne sait pas vraiment jusqu'à quel point les règles d'engagement que Tsahal se met à lui-même, s'ils sont respectés ou pas. Donc très clairement, ça va de catastrophe en catastrophe. C'est apocalyptique d'un certain côté. Et le fait qu'on ne puisse pas le savoir de visu, le fait qu'il n'y ait pas de vérification indépendante de ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza, le rend encore plus tragique. Ça, c'est pour la bande de Gaza. Ce que vous décrivez donne froid dans le dos. Mais il y a un autre secteur qu'il ne faut pas oublier, c'est la Cisjordanie. Parce que là aussi, on voit une hausse des violences à l'endroit de gens qui sont considérés comme des civils. Expliquez-nous la dynamique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'on a vu des images, entre autres, des hommes qui étaient à moitié dénudés, assis dans les rues. Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie? Alors, Cisjordanie, c'est un front qui dure, c'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Ce qui s'est passé le 7 octobre a évidemment fait empirer la situation en Cisjordanie, mais ça y mène une guerre de longue haleine d'un certain côté vers les groupes armés qui sont basés en Cisjordanie, mais aussi d'un certain côté une logique de contrôle. Il y a une logique de contrôle du territoire qui est évidemment sous occupation militaire, qui est sous régime militaire, avec 2 régimes différents en fonction de si on est israélien ou palestinien. Les colons israéliens dépendent du droit civil, les Palestiniens dépendent du droit militaire. Donc tout ça, c'est le contexte qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, la Cisjordanie, depuis le 7 octobre, est complètement fermée. Le trafic entre villes palestiniennes est très, très restreint. Et l'armée israélienne mène des opérations dans ces villes palestiniennes de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. On voit aussi, on l'a vu dernièrement dans les camps de réfugiés de Faraa et Jenin au nord de la Cisjordanie. On a vu 3 jours, par exemple, de raids d'incursion israélienne avec les soldats qui en sortent, qui ont tagué les murs avec des étoiles de David, avec les chiffres 7-10 pour rappeler l'attaque du 7 octobre, donc avec une volonté d'humiliation, des centaines d'arrestations. Il y a eu 4600 arrestations dans le territoire depuis le 7 octobre. C'est énorme. Il y a eu 300 morts. Ce qui était plus que de toute l'année passée et qui était déjà un record depuis la seconde intifada. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les peut-être 20 000, voire 30 000 morts qu'il y a à l'intérieur de la bande de Gaza, mais très clairement, c'est très inquiétant parce que c'est une dynamique qui peut durer. Les faits qui sont mis sur le terrain aujourd'hui en Cisjordanie ne s'arrêteront sans doute pas au lendemain de la guerre, c'est en tout cas ce qu'on peut craindre. Et donc on voit bien que le conflit, même s'il n'est pas de l'intensité qu'il y a dans Gaza, le conflit s'étend en Cisjordanie, voire continue, durcit évidemment. Nicolas Rouget, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en direct d'Israël à Haïfa ce soir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Allons maintenant retrouver notre analyste Guillaume Ancel. Monsieur Ancel, je lisais votre blog aujourd'hui. Vous décrivez, parce que le nombre de morts est impressionnant dans la bande de Gaza. On comprend qu'il y a une guerre de chiffres, qu'on n'est pas capable de tout vérifier, mais vous, les mots que vous prenez sont très forts aussi. Vous parlez d'un véritable carnage. Oui, je parle d'un carnage parce que le bilan est catastrophique. On est sans doute aujourd'hui, je vais donner une estimation basse, entre 25 et 35 000 morts dans la bande de Gaza. Et donc, ça n'est pas acceptable. Je veux dire, ça n'est pas une guerre contre le Hamas qui est conduite aujourd'hui par le gouvernement Netanyahou. C'est une guerre contre la population palestinienne qui est assimilée à tort au Hamas. Et donc, si personne ne dénie le droit d'Israël de se battre contre le Hamas après l'attaque bestiale du 7 octobre, la situation qu'a très bien décrite Nicolas tout à l'heure sur la bande de Hamas confine au carnage. Un carnage militaire parce que les Israéliens utilisent sans aucune discrimination des munitions de très grande puissance, beaucoup de bombes de 250 kilos et des salves d'obus de 45 kilos chacun qui font des dégâts considérables, donc ils ne peuvent pas nous faire croire que ce sont des frappes chirurgicales. Et puis par ailleurs, il y a la catastrophe humanitaire que vous avez parfaitement décrite
dans le reportage précédent, et on voit très bien que la situation humanitaire, l'état des hôpitaux, le problème d'alimentation tout simplement en eau potable et en vivres est absolument catastrophique. Donc là, c'est une situation, quand on est autour de 30 000 morts, ça veut dire qu'on a plus de 100 000 blessés, plus de Mm. 120 000 victimes au total, mortes et blessées. C'est l'équivalent d'une grande ville moyenne qui aurait été éradiquée de la surface de la Terre à cause de cette guerre. Et ça n'est pas acceptable. Israël dit on veut libérer les otages et on veut éradiquer le Hamas. Hein, ce sont en gros les deux objectifs. Vous dites le Hamas. Le Hamas, ce sont les civils, ou en fait, c'est comme ça finalement qu'agit Israël. C'est une guerre qu'elle mène contre des civils. Parce qu'on essaie de comprendre à partir de quand Israël va dire, ben voilà, la guerre est terminée, on a éradiqué le Hamas. Ça veut dire quoi, éradiquer le Hamas? Alors en fait, je pense que toutes les nations qui se sont heurtées à des organisations terroristes en ont fait l'amère expérience. Les Américains en Afghanistan, les Français récemment au Mali. On ne sait pas décapiter une organisation terroriste avec une seule action militaire. Et donc d'envoyer des chars Merkava ou de bombarder la bande de Gaza n'a pas de sens. Certes, elle amoindrit bien sûr le Hamas, mais en même temps, elle la renforce parce qu'aujourd'hui, il y a deux grands gagnants à cette guerre: le Hamas, qui va assurer son recrutement pour les 15 prochaines années, et Vladimir Poutine, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il a réussi à détourner l'attention complète de l'opinion publique internationale et de l'aide américaine militaire qui est cruciale pour ces deux conflits, uniquement vers Israël. Et donc on est bien dans une impasse stratégique, comme vous l'avez parfaitement dit, où Netanyahou nous dit je vais gagner cette guerre, mais en fait elle n'est pas gagnable. Et donc elle peut durer indéfiniment, sauf si un des grands acteurs comme les États-Unis disent maintenant ça suffit. Quant à la confrontation avec les otages, elle est extrêmement, comment dire, dangereuse parce que cette opération militaire très dévastatrice sur la bande de Gaza n'est pas compatible avec le sauvetage des otages, comme l'a montré Mm. ce drame il y a 3 jours, où 3 otages qui ont essayé de se présenter devant l'armée israélienne ont été immédiatement abattus. Abattus par des soldats. Alors, on nous dit, en fait, c'est un peu ce qu'on nous rapporte là, du côté de l'armée, c'est on n'aurait pas respecté des règles. Mais ceci dit, quand on parle des otages, parce que ça fait vraiment, ce sont les deux objectifs. Alors, je le rappelle, éradiquer le Hamas, libérer les otages. Je voyais, là, juste au moment où on se parle, il y a encore du développement avec les négociations. Ça inclut le Qatar, bien entendu, qui est le grand intermédiaire. Mais pensez-vous que c'est possible qu'on apprenne encore dans les prochains jours qu'il y a eu d'autres victimes parmi les otages, des victimes en raison des bombardements, en raison de l'action de l'armée? Alors, il y a deux choses. Il y a une partie du gouvernement Netanyahou, dont certains militaires, qui voudraient absolument négocier une nouvelle trêve pour sortir des otages. Mais en réalité, le gouvernement Netanyahou le sait très bien, sur les 128 otages restants, ce ne sont plus que des disparus. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dizaines qui sont sans doute morts, soit des blessures infligées quand ils ont été capturés le 7 octobre, soit des bombardements Mm. ultra-violents qu'a conduit Israël pendant 9 semaines maintenant. Et par conséquent, s'il reste entre 60 et 80 otages en vie sur les Mm. 128 disparus, ce serait formidable. C'est pour ça que ces négociations pourraient, on l'espère, aboutir et verraient la libération de quelques dizaines d'otages. Mais maintenant, une grande partie est décédée. Alors, qui peut encore faire quelque chose? Alors, on voit les pressions, cesser le feu, des votes qui n'aboutissent pas au Conseil de sécurité parce que les États-Unis ont un veto. Alors, on est en train de rebroder une nouvelle formulation, peut-être un peu plus douce. On verra bien. Ça a été reporté. Ça devait y avoir un vote aujourd'hui. C'est encore reporté. Vous avez dit le rôle clé ici, ce sont les États-Unis. Ce sont les principaux fournisseurs d'armes d'Israël. Donc, ils pourraient, s'ils voulaient, mettre fin à tout ça. Oui, et ils ne le feront pas. D'ailleurs, leur ministre de la Défense, Lloyd, l'a annoncé hier. Ils feront toujours attention de préserver Israël. Pourquoi? Parce que Israël, il faut le rappeler, c'est un tout petit État de moins de 10 millions d'habitants qui est très menacé par ses voisins. Et si les États-Unis, à un moment, stoppaient leur soutien, ça pourrait provoquer une réaction incroyablement violente d'autres pays qui Mm. rêvent d'éradiquer Israël. Donc les États-Unis se sentent tenus de soutenir Israël, mais pas à n'importe quel prix. Or, c'est bien là le problème, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, les Américains sont
pratiquement l'unique fournisseur des bombes et des obus d'artillerie dont Israël afflige la bande de Gaza, alors que s'il coupait le robinet, en 3 jours, l'offensive s'arrêterait. Donc il doit y avoir une discussion très dure actuellement entre le gouvernement américain et le gouvernement Netanyahou autour de on veut une trêve pour que vous libériez des otages. Et deuxièmement, il faut que cette guerre d'une violence inouïe, Joe Biden a parlé de bombardement aveugle, doit cesser un moment. Mais il faut aussi souligner le rôle clé de la société israélienne qui est extrêmement attachée à la vie des otages. Et puis enfin, il y a un troisième facteur qui milite pour arrêter cette guerre sans issue, c'est le risque d'escalade régionale. On voit bien qu'aujourd'hui, une partie du trafic maritime en mer Rouge est interrompue à cause du soutien de rebelles yéménites et que ça ferait souffrir l'économie du monde entier. On voit la carte justement et on sait maintenant qu'il y a une espèce de nouvelle organisation. Les États-Unis, le Canada est là-dedans, la Grande-Bretagne, ils sont plusieurs. On envoie des navires de guerre pour essayer de sécuriser cette zone-là, protéger le commerce. Ce sont des navires commerciaux qui passent par là. Monsieur Ancel, je vous amène maintenant en Ukraine. On va aller voir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y avait un événement important. Zelensky faisait un point de presse, faisait un bilan finalement. Alors, j'en ai parlé un petit peu plus tôt avec un autre journaliste qui est sur place. Il s'appelle Stéphane Siohan, correspondant du journal Libération sur place. Bonsoir, Monsieur Siohan. Bonsoir. Vous avez assisté au point de presse du président ukrainien, M. Zelensky, qui a fait le point devant les journalistes, qui a fait le point d'une année difficile pour lui. Oui, une année difficile, sous pression, et je peux vous donner un peu la tendance qui dominait à la fin de la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, notamment auprès de journalistes ukrainiens. C'était le mot déprime, tristesse. J'ai discuté avec plusieurs collègues de la presse ukrainienne qui ne se souviennent pas d'avoir vu une conférence de presse de Volodymyr Zelensky de cette tonalité. Généralement, Volodymyr Zelensky fait toujours un tout petit peu l'événement lorsqu'il organise ce type de conférence de presse, et là on a l'impression qu'il a fait un petit peu le travail minimal. Il a essayé d'apporter quelques réponses aux gros dossiers du moment, mais il n'a pas fait d'annonces véritablement fracassantes, ou en tout cas peut-être pas les annonces qu'attendaient ses concitoyens, et donc il s'est vraiment contenté de revenir sur les enjeux internationaux, très peu sur la politique intérieure. Mais je crois que beaucoup de journalistes qui étaient présents sont un tout petit peu restés sur leur faim, parce qu'il y a une année très difficile qui s'engage, l'année 2024, avec des enjeux stratégiques extrêmement forts, avec cette guerre qui va se poursuivre pendant désormais assez longtemps, on le comprend. Et on se demande en fait quelle est la véritable stratégie de l'exécutif ukrainien. Oui, parce que là déjà, il a annoncé une mobilisation, on parle jusqu'à 500 000 personnes. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une annonce qui devrait être une annonce importante, mais qui a été faite un tout petit peu en catimini, si je peux me permettre. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, dans la société ukrainienne, on comprend qu'il va y avoir besoin d'envoyer des hommes, voire même des femmes à la guerre, parce que la Russie a un avantage extrêmement fort en termes de réserve de population. Et les soldats ukrainiens ont un petit peu du mal à se renouveler sur le front. Il y a des soldats qui combattent depuis parfois plus d'1 an et demi sans jamais être rentrés à l'arrière. Et donc, il y a un vrai débat autour de la question de la mobilisation. Et Volodymyr Zelensky l'a abordé de manière un tout petit peu étrange. Il a en effet annoncé que l'armée ukrainienne pourrait devoir mobiliser entre 450 000 et 500 000 soldats supplémentaires durant l'année 2024. Mais il l'a pas endossé comme une décision personnelle. Il a déclaré qu'il a reçu des instructions en ce sens de la part de l'état-major militaire, que c'est une hypothèse qu'il est en train d'étudier, comme s'il ne voulait pas prendre la responsabilité politique de cette décision difficile. Mais en tout cas, ce qui est clair pour la plupart des gens, c'est que 2024, ça va être l'année de la mobilisation de la société, mais également la mobilisation de dizaines de milliers de civils qui vont devoir rejoindre les rangs de l'armée. Et comment c'est perçu dans la population? Alors forcément, ce n'est pas une mesure populaire, parce que beaucoup de personnes qui étaient décidées à se battre, à résister, sont rentrées dans les rangs de l'armée ou des bataillons volontaires durant l'année 2022. Il y a eu un véritable élan populaire, mais par définition, les gens qui voulaient se battre l'ont fait en 2022, et ceux qui sont restés à l'arrière dans la vie civile n'ont peut-être pas forcément une motivation pour rejoindre les rangs de l'armée, alors qu'on se rend compte que c'est une guerre
dure, meurtrière, que de rentrer dans l'armée, ça peut vouloir dire également être mobilisé dans les tranchées, avec des combats extrêmement violents dont on connaît tous les images. Donc forcément, lorsque cette décision sera prise, ce ne sera pas une décision populaire et la question se posera de savoir qui prend la responsabilité politique. Or, je crois que c'est tout l'enjeu du moment en Ukraine actuellement. On a un président qui se rend compte qu'il va devoir aller dans ce sens, mais qui ne veut pas prendre la responsabilité politique. Et de manière assez systématique, il rejette la nécessité du besoin de mobiliser sur les chefs militaires, et notamment sur le général Valéry Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, auquel il veut faire endosser cette responsabilité. Et c'est pour ça qu'on commence à voir des petits craquements entre le civil, le militaire à la tête de l'État ukrainien. Il y a cette fatigue, on la sent dans la communauté internationale parce que cette guerre, elle dure. Et même aujourd'hui, M. Zelensky disait on n'en voit pas la fin, on ne peut pas donner de date, on ne le sait pas en réalité. Est-ce qu'on la ressent, cette crainte de l'effritement du soutien occidental? Parce que M. Zelensky, il est reparti les mains vides, l'aide est bloquée du côté du Congrès américain. On a vu qu'il y avait une possibilité d'aide aussi du côté de l'Union européenne, bloquée par la Hongrie. Alors comment c'est ressenti? Oui, tout à fait. Alors, quand le président Zelensky a pris la parole il y a quelques heures, il a essayé de vendre à son opinion un succès politique qui est celui de l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et ça, il est vrai que c'est une véritable réussite politique, mais c'est un enjeu sur plusieurs années. Ce sont des négociations qui peuvent durer 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. On connaît ça par expérience avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale qui sont rentrés dans l'Union européenne. Mais le problème, c'est que l'Ukraine a besoin d'argent frais de manière extrêmement rapide, que ce soit de l'argent européen ou que ce soit de l'argent américain. Or, il y a une tranche de 50 millions d'euros qui a été bloquée suite au refus de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, de rejoindre ses collègues européens selon la règle de l'unanimité pour soutenir financièrement l'Ukraine. Donc ça, c'est une échéance qui est reportée au minimum à janvier, voire même février 2024. Et puis, il y a bien sûr la question américaine. On voit que c'est encore des discussions sans fin à Washington sur la question de l'aide du Congrès américain. On voit que ça ne se débloque toujours pas, que l'exécutif américain est vraiment dans l'attente d'une décision politique de la part des républicains. Et oui, en effet, en Ukraine, on commence à en discuter beaucoup parce que la situation, elle est très simple. L'Ukraine manque de munitions. Les munitions, les obus, c'est le nerf de la guerre. Et les Russes en ont beaucoup. Donc pour pouvoir continuer à résister face à l'agression russe dans les mois à venir, les Ukrainiens vont devoir soit recevoir de l'aide militaire ou soit avoir de l'argent pour acheter ces munitions. Or, l'argent ne vient pas, ça pose un problème à court terme et en tout cas, voilà, l'opinion commence à s'inquiéter fortement, mais surtout, elle s'inquiète du fait qu'il y ait très très peu de solutions dans les mains du président ukrainien. Stéphane Siohan, alors c'est un portrait sombre. Vous l'avez dit, le mot-clé, c'est un peu déprime finalement à la suite de ce point de presse. Merci beaucoup pour ce compte-rendu. Je rappelle que vous nous parlez de Kiev aujourd'hui. Merci, à très bientôt. Au revoir. Eh bien, on retrouve pour un dernier segment notre analyste Guillaume Ancel. Avec votre expert d'ancien militaire, vous connaissez bien ces questions-là. Vous observez l'Ukraine depuis longtemps. Ils s'affaiblissent. Est-ce qu'ils risquent de perdre? Oui, il y a un vrai risque, effectivement. Il faut se rappeler, je vais le reconnecter avec le sujet précédent, que quand le Hamas a déclenché son opération bestiale du 7 octobre, c'était exactement au moment où on espérait que le front bascule en Ukraine. Les Ukrainiens étaient sur le point de percer la digue russe et on a tous espéré que les armes et les munitions qu'on avait fournies aux Ukrainiens pour leur grande offensive estivale allaient enfin déboucher. Or, juste à ce moment-là, la Corée du Nord a fourni des millions d'obus à une artillerie russe qu'on croyait exsangue. On a vu arriver des milliers de jeunes soldats mal formés, mal équipés, mal armés, mais n'empêche que c'était des milliers de jeunes soldats supplémentaires. Et puis surtout, la guerre en Israël a complètement capté l'attention des opinions internationales. Et on voit bien qu'aujourd'hui, du côté de l'Union européenne comme des États-Unis, c'est nettement plus compliqué pour accorder une aide qui avant était évidente pour ces opinions. Et enfin, pour ce qu'il s'agit de l'aide militaire, là, la situation est beaucoup plus grave parce que seuls les États-Unis ont réellement des stocks disponibles d'obus d'artillerie et de bombes guidées. Or, actuellement,
ces munitions sont destinées à Israël. Et les Américains sont de plus en plus réticents à en fournir à l'Ukraine, qui a vu ses approvisionnements baisser de manière considérable. Donc les Russes ont réussi à faire venir quelque part une bouffée d'oxygène avec beaucoup plus de munitions qui viennent de la Corée du Nord. C'est un fan dictateur. Et par contre, du côté ukrainien, ils ont l'impression que dans le même temps, alors que c'est eux qui avaient l'initiative jusque-là, eh bien, ils s'enlisent, tandis que l'hiver est très dur en Ukraine. Donc il y a une vraie, c'est un vrai moment de flottement dans cette guerre, parce qu'il y a une tentation très forte du côté européen et américain, c'est de dire on arrête tout et on négocie une espèce de arrêt de la guerre, un peu comme on l'avait fait en Corée, avec une ligne de démarcation, et ce serait une immense victoire pour Poutine d'avoir réussi à faire valider par le monde entier le fait qu'il ait envahi un pays indépendant et qu'il ait réussi à conquérir des terres contre, bien sûr, toute la détermination et le courage des Ukrainiens. Donc maintenant, il n'y a pas beaucoup de solutions possibles. Soit les Occidentaux se mobilisent enfin et réalisent qu'on ne peut pas gagner une guerre par procuration. Ça veut dire que sans doute, des morceaux d'armée occidentale devraient aller se battre aux côtés des Ukrainiens pour enfin arriver à renverser le front, bien sûr en ne menaçant jamais les frontières de la Russie, mais en libérant l'Ukraine. Ou alors, eh bien à ce moment-là, il faut accepter que la Russie s'empare de l'Ukraine, mais elle ne se contentera pas de l'Ukraine, et Poutine l'a rappelé récemment, après l'Ukraine, ce sera la Pologne et les pays baltes. Alors, quelles sont les options pour M. Zelensky? Là, je vous écoute, puis il semble avoir bien peu de pouvoir lui-même, et pour lui-même, sur le plan même de la gouvernance, de la politique à l'intérieur, c'est devenu de plus en plus difficile aussi. Le reportage le montrait bien de Stéphane, c'est que actuellement, il est finalement en tension. Il a laissé une immense autonomie à son armée. Contrairement à Poutine, c'est pas le président Zelensky qui dirige la stratégie militaire. C'est vraiment les militaires en Ukraine. Or, les militaires se sont plantés sur leur offensive d'été pour plusieurs raisons, mais notamment à cause du fait qu'ils ne maîtrisent pas le combat interarmes, la combinaison de la cavalerie, de l'artillerie et de l'infanterie. Et puis aussi parce qu'ils ont pris peur au début de la grande offensive devant les pertes massives qu'ils ont enregistrées, et ils ont préféré ralentir et essayer de casser brique par brique, d'épuiser la digue russe. Épuiser l'armée russe n'était sans doute pas une idée extraordinaire. Maintenant, l'armée ukrainienne est en difficulté, et c'est pour cela qu'elle voudrait recruter massivement dans les rangs ukrainiens, et on le voit très bien que le président Zelensky a peur d'avoir à endosser une telle décision qu'il estime ne pas être la sienne. Donc on sent bien que, y compris sur le plan intérieur, il y a une très grande difficulté en Ukraine. La seule solution pour en sortir, ce serait d'arriver à mettre fin à cette offensive sans issue en Israël et à se reconcentrer sur l'Ukraine pour en chasser enfin les Russes. Sinon, Poutine deviendra une menace pour l'ensemble du monde occidental. Extrêmement intéressant, le lien que vous faites. On comprend mieux justement pourquoi on ne peut pas parler d'un conflit sans l'autre conflit. Oui. Guillaume Ancel, merci infiniment pour votre analyse ce soir avec nous. Merci et bonsoir.